Le nucléaire, une solution pour la planète, pour l'interrogation. Documentaire signé Guylaine Buffard qui prend donc le parti de s'interroger sur les dangers du nucléaire à très long terme pour la planète en détaillant la question précise des déchets. La France joue-t-elle avec le feu? Sommes-nous un peu des apprentis sorciers avec ces déchets? Voilà une partie des questions que nous allons nous poser avec nos invités. Stéphane Piednoir, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de Maine-et-Loire. Vous êtes membre de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous êtes membre du groupe d'études énergie et co-auteur d'un rapport sur le nucléaire. Face à vous, David Cormand, bienvenue à vous également. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts. Laurence Piketty, bienvenue à vous. Vous êtes ingénieure, docteur en physique, administratrice générale adjointe du CEA. C'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes l'ambassadrice de France 2030 sur la production d'énergie décarbonée. Yves Marignac, bienvenue à vous également. Vous êtes consultant sur le nucléaire et la transition énergétique au sein du groupe Négawatt, dont l'association regroupe des centaines d'adhérents et d'experts qui défendent le recours aux énergies renouvelables et la sobriété. Merci à tous les quatre d'être ici. Pour moi, c'est vraiment la première question qui vient après avoir vu ce film. Est-ce que la France, oui ou non, joue un peu avec le feu sur cette question des déchets radioactifs, Yves Marignac? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où le dit Michael Schneider dans le film, il y a une forme d'arrogance scientifique à prétendre avoir d'ores et déjà toutes les solutions à ce problème majeur qui est la gestion à long terme des déchets. Non, dans le sens où la France est quand même parmi les pays les plus avancés dans la recherche. Et puis, oui, aussi avec la question du retraitement, qui est là aussi traitée dans le film. Et la multiplication des déchets, parfois difficiles à gérer, que ça génère, et en particulier les déchets bitumés, qui sont au cœur de toute la discussion sur l'incendie dans l'argile. Donc, voilà, la réponse, elle est extrêmement mitigée. Mais avec plutôt oui quand même. Laurence Piketty, c'est vrai que dans ce documentaire, on voit qu'on les stocke, ces déchets, qu'on les surveille de près, qu'on fait attention, avec quand même un risque qui a l'air d'être réel. Est-ce que oui ou non, on est un peu dans l'inconnu quand même, avec notamment l'enfouissement des déchets? Alors, en fait, il y a des recherches depuis très longtemps sur le conditionnement, la caractérisation des déchets, toutes les caractéristiques des sites de stockage ou de l'entreposage. Aujourd'hui, 90% des déchets radioactifs, les moins actifs, sont actuellement stockés dans les sites de l'ANDRA. Dans le reportage, on a beaucoup parlé des déchets les plus actifs qui, eux, sont actuellement entreposés en toute sûreté chez les producteurs de déchets, EDF, Orano, CEA, par exemple. En toute sûreté? En toute sûreté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles ni pour l'environnement, ni pour les populations. Il y a pas. Et on en est sûr? Protégé. Oui. D'accord. On en est sûr parce que on est très surveillé en France, et c'est très légitime, par une autorité de sûreté nucléaire qui est très sévère, si je puis dire, mais qui nous permet justement de rassurer les populations en disant que voilà, le risque existe, mais est maîtrisé. Et donc, pour rebondir sur les déchets bituminés, effectivement, nous avons fait des recherches, nous, au CEA, et avons démontré qu'il n'y avait pas d'emballement lorsqu'il y avait un incendie sur un fût de bitume. Mais tout ça, c'est évidemment repris par l'ANDRA, qui doit faire des études complémentaires pour s'assurer que ce risque ne serait pas avéré en stockage. Et l'autorité de sûreté a demandé à l'ANDRA justement de regarder ça avec beaucoup d'activité. L'ANDRA, précisé peut-être? L'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. David Cormand, vous êtes totalement rassuré, vous, par cette sécurisation des déchets radioactifs, ou vous diriez qu'on joue un peu quand même aux apprentis sorciers, qu'on n'est quand même pas très sûr, et qu'on serre un peu les dents en espérant qu'il n'y ait pas de drame, pas d'incendie? C'est un peu l'angle du documentaire. Je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie de croire que, d'ailleurs c'est dit dans le reportage, que la France aujourd'hui a les standards les plus élevés en matière de sécurité. Et en fait, comme vous l'avez dit, je trouve que le mot le plus important du reportage, et d'ailleurs quand on parle de nucléaire en général, c'est le mot arrogance. Quand on pense, si on prend une durée de vie, je sais qu'ils sont plus élevés, mais mettons 200 000 ans. 200 000 ans, c'est plus de 40 fois le temps qui nous sépare de la construction des pyramides. C'est 8000 générations. Et comment une civilisation, la nôtre, pour des arbitrages politiques sur 8 ou 9 générations, on peut engager l'humanité pour une durée aussi longue? Et je pense que, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui, prétendre que
pour ces périodes-là, on est sûr qu'il n'y aura aucun souci. Enfin, tout le monde peut comprendre, sans être technicien, que c'est impossible de l'affirmer. Donc on hypothèque l'avenir en les enfouissant ? C'est le grand sujet. Et vous savez, la deuxième question en matière d'écologie, souvent on parle d'externalités négatives. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un deuxième aspect du documentaire qui est très intéressant, c'est l'espèce de dilution de la pollution. D'ailleurs, quand on dit qu'aujourd'hui ils sont stockés en toute sécurité, sur les standards aujourd'hui qu'on admet, mais le rejet de tritium à La Hague, moi je suis normand, je suis de Rouen, ça c'est en fonctionnement normal. Donc on peut dire, on dit aujourd'hui, ça pose pas de problème ce rejet de tritium dans l'environnement. Mais avec les normes d'aujourd'hui. Moi je dis, c'est quand même pas anodin, parce que c'est un polluant qui est qui a une durée de vie extrêmement longue. Et donc encore une fois, même en fonctionnement normal, hors accident, hors catastrophe, avec le contrôle des plus hauts standards, et je ne sais pas si ces hauts standards vont demeurer. Dans le reportage, il est dit qu'en Allemagne, ils ont des standards moins élevés pour les déchets de moindre dangerosité, et qu'il y a une tentation, surtout avec le démantèlement qui va commencer en France, de relâcher un peu la bride sur ces dangerosités-là. Donc, moi je dis, est-ce que tout cela en vaut bien la peine ? C'est ça la question politique qui vous se pose. Et on se la posera évidemment dans ce débat. Stéphane Piednoir, vous êtes membre de l'OPEX, donc les parlementaires ont j'ai envie de dire, un droit de regard et voire un droit de contrôle sur la gestion de ces déchets. Vous êtes rassuré, vous ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, d'un point de vue sémantique, on parle des déchets nucléaires, mais les déchets nucléaires est qualifié dans le Code de l'environnement, dans le Code de l'énergie, et ça ne s'adresse uniquement qu'aux quantités que l'on ne peut pas valoriser dans d'autres combustions. Donc en fait, c'est une toute petite partie de ce qui est produit lors de combustion nucléaire. C'est le premier point. D'accord. Et ce qui est en jeu à Bure sont vraiment des déchets, ce qu'on appelle les déchets ultimes, moyenne activité à vie longue, ou haute activité. Donc vraiment, des déchets qui ont vraiment le statut de déchets, hautement radioactifs ou moyennement radioactifs, mais à vie longue. Et donc ceux-là sont vitrifiés, enveloppés, bitumés et enfouis à 500 mètres de profondeur. Donc on pourrait imaginer évidemment les causes qui feraient ressortir quelque chose d'enfoui à 500 mètres de profondeur. Je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose de la Terre à ce moment-là. Mais c'est un autre... Donc ça vous suffit à vous rassurer ? Non, ça ne suffit pas. Ce que je dis ensuite, c'est que vous avez utilisé le terme d'apprenti sorcier pour la France. Oui. C'est tout le contraire. Enfin, la France a eu un rôle leader depuis toujours, depuis le début, depuis le projet Manhattan avec l'avènement, si je puis dire, du nucléaire, mais du nucléaire militaire. La France a pris le relais avec le général de Gaulle dès 1945 pour créer le CEA. Et ensuite envisager les moyens de produire son électricité sur notre sol. Et ensuite, dans les années 70, lors de la crise énergétique, déjà, on a réagi par rapport à une crise pétrolière à l'époque, de dire ça ne peut pas continuer comme ça, on va emmener les entreprises et les particuliers dans un gouffre économique insurmontable. Et donc, on a pris nos responsabilités en construisant ce parc nucléaire jusqu'à 58 réacteurs. Donc, on a une vraie expertise. Ensuite, tout n'est pas parfait, je ne dis pas. Et personne ne nie que le nucléaire produit des déchets. D'ailleurs, toute activité humaine, et l'homme lui-même produit des déchets. Les déchets du nucléaire sont peut-être un peu plus dangereux que les déchets de l'être humain, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il y a quand même des degrés dans le danger. Si on parle sur la sidérurgie, si on va sur l'aluminium, il y a des choses qui sont pas neutres. Quand on utilise du plomb, dans la chimie fine, il y a aussi des choses qui sont extrêmement nocives parce que ça va dans les nappes phréatiques, etc. Donc, encore une fois, il faudra qu'on parle du gros stock de ce qui n'est pas un déchet aujourd'hui, ce qui s'appelle du combustible appauvri, du combustible usé, plus exactement, de l'uranium appauvri. Qui pose d'autres questions. Et j'aimerais, ça rejoint évidemment le rapport que j'ai produit en juillet 2021, que vous évoquiez tout à l'heure. Alors la France stocke ses déchets, l'Allemagne, elle, les décontamine et les revend ensuite à des industriels. C'est un passage très marquant là aussi du documentaire, notamment pour nous Français qui n'imaginions pas une seconde que nous pouvions potentiellement nous retrouver avec un objet anciennement radioactif dans notre quotidien. Mais c'est un point qu'on va élucider évidemment avec vous. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce pédiatre allemand dans le film. À partir du métal contaminé, on produit du métal neuf pour fabriquer de nouvelles marchandises. En principe, ça peut être n'importe quoi, aussi bien des cuillères et des fourchettes que des jouets pour les enfants ou des pièces automobiles. N'importe quel produit en métal peut être fabriqué avec du métal radioactif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cette ferraille, ces déchets radioactifs ont été libérés, remis dans le circuit et déclarés non dangereux, en réalité, ils continuent à émettre un rayonnement, mais il n'est plus contrôlé. Et on ne sait pas où est livré le métal,
dans quelle quantité, ni pourquoi faire. Alors c'est quand même un passage un peu surprenant pour les téléspectateurs non avertis. Laurence Piketty, ce qu'il dit est vrai ? Alors, il se trouve qu'effectivement, en Allemagne, il y a un seuil de libération comme dans beaucoup de pays d'Europe. Il n'y avait pas de seuil de libération en France jusqu'à présent parce que la France a fait le choix d'entreposer les déchets TFA, donc très faiblement radioactifs, dans un centre de stockage spécifique, lui aussi géré par l'ANDRA, donc le CIRES. Mais il y a 2 ans à peu près, on a fait des réunions de concertation pilotées par les ministères, avec les autorités de sûreté, avec les organisations. Pour suivre le chemin allemand. Pas pour suivre le chemin allemand en totalité, mais pour regarder quels étaient les types de déchets qui pourraient être libérés sur le marché après un traitement. Donc, oui, mais est-ce qu'il continue d'émettre un rayonnement ? Alors, comme le dit ce pédiatre. En fait, tout est une question de gradation, de seuil et aussi de calcul de l'impact, en fait. Donc, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a des seuils pour tout, pour les rejets, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, gazeux, liquides, des seuils qui sont calculés en fonction de l'impact que ça pourrait avoir si c'était consommé par l'être humain. C'est vrai, comme le disait mon voisin, pour tous les types de métaux, pas seulement pour les métaux, enfin pas seulement pour les métaux radioactifs. Yves Marignac, il faut s'en inquiéter ou pas ? Je pense que la filière nucléaire française se trompe lorsque elle imagine que la mise en place de seuil de libération va réduire ses coûts. Parce qu'en réalité, pour rendre acceptables des seuils de libération, il faut mettre en place des précautions. D'abord des techniques de décontamination qui sont illustrées là aussi dans le film, qui n'éliminent pas la radioactivité, qui la concentre dans des effluents que l'on va eux-mêmes stocker comme déchets de toute façon. C'est le contrôle de la décontamination et le contrôle de la libération des métaux pour garantir qu'à aucun moment on ne va retrouver dans l'espace public, dans des casseroles ou des jouets, dans des objets c'est ce qui inquiète un tout petit peu quand même. Une radioactivité excessive, eh bien ça va coûter très cher. Donc moi, je pense que le stockage en l'état de ces déchets est une meilleure option. Stéphane Piednoir, on a donc fait le choix de ne pas les libérer sur le marché, ces déchets faiblement radioactifs. C'est un peu en train de changer. Moi, ce que je veux dire, c'est pourtant, on ne l'a pas fait pendant des années. C'est qu'on considérait qu'il y avait un risque. Avec ce côté bicéphale là, de prise de décision, de contrôle et de prise de décision en France, je ne crois pas du tout à un abaissement du seuil de vigilance. Au contraire, je pense que plus on va, plus on a un regard très... pas critique, mais drastique sur le contrôle de nos installations nucléaires, quelles qu'elles soient. Donc, moi, j'ai plutôt confiance dans nos autorités françaises indépendantes. David Cormand. C'est compliqué parce que, encore une fois, ça coûte pas... Enfin, on peut dire aujourd'hui, on a confiance. Les conséquences du fait, si on se trompait, aucun de nous, a priori, on sera là pour l'assumer. C'est ça aussi qui est vertigineux avec le nucléaire. C'est que c'est un pari sur l'avenir que celles et ceux qui le font ne misent pas eux. C'est les générations futures qui paieront. Donc moi, ce qui m'interroge à chaque fois, c'est... il y a autre chose, c'est que tout ce qu'on est en train de se dire, en admettant que ça soit vrai, qu'on a des structures très précises, de très haut niveau, qui savent maîtriser les choses. Est-ce qu'on comprend bien le niveau de complexité, la filière qu'il faut avoir, la chaîne de décision qui doit être extrêmement précise, dont l'État doit être garant? Est-ce qu'on peut faire le pari qu'on aura cette stabilité-là pour les 200 000 prochaines années? Moi, je pense que c'est un pari extrêmement hasardeux. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, dans le monde instable dans lequel on est, parce que quand on dit la décision qui a été prise de lancer le nucléaire, c'est dans un moment après-guerre où il y a une forme d'État centralisé assez fort. C'est l'exemple de la France, qui était l'État des Trente Glorieuses, avec des moyens financiers importants, un service très centralisé, etc., etc. Et les autres pays qui ont lancé ça, le Japon, l'URSS, à l'époque, étaient des sortes de citadelle très précis sur le fonctionnement de l'État. Moi, aujourd'hui, je vois un monde de plus en plus instable, avec des doutes sur la pérennité d'États centralisés qui pourront continuer de garantir cette sécurité dont on parle. Et des guerres qui prennent en otage les centrales. Et pour la première fois, c'est là où je voulais en venir, pour la première fois dans l'histoire du monde, on a un pays sur lequel il y a des centrales nucléaires et qui est un théâtre d'opérations militaires. Quelque chose qui était à peu près inenvisageable
quand on a lancé ces programmes. Et donc vous pointez le risque politique et géopolitique. Mais il faut, en fait, quand on parle d'un d'un sujet sujet international quand même. Bien sûr, mais quand bafoue des conventions internationales, faut-il le rappeler. Oui, mais quelle pérennité de ces conventions? La preuve, c'est-à-dire que ces conventions existaient, et pourtant, on voit qu'elles sont, à l'occasion d'un épisode que personne ne maîtrise, balayées d'un revers de main. C'est en ça que nos discussions sur on a tout prévu, il y a des instances, etc., pour moi, ça peut être vrai. Mais par rapport au risque et à l'incertitude que représente même l'utilisation, enfin, la filière nucléaire dans son ensemble, ça me paraît un peu dérisoire. Et ça rejoint la question de l'arrogance que vous abordiez il y a quelques minutes. On va y venir et je vais vous laisser vous exprimer sur ce sujet parce que c'est aussi effectivement suggéré dans le film et c'est un autre moment fort. Regardez. Je pense que les gens seraient beaucoup plus tranquilles que s'il y a des experts qui disent la vérité. Vous savez, qui reconnaissent « je ne sais pas tout ». À mon avis, l'ensemble de la stratégie d'enfouissement géologique est prématuré et est en fait une espèce de signe d'une arrogance scientifique. Arrogance parce que on affirme aujourd'hui, à travers des stratégies de stockage géologique, qu'en fait on est sûr que les déchets ne reviendront pas dans la biosphère pour au moins 100 000 ans. Et je pense que quelqu'un qui affirme aujourd'hui quelque chose pour 100 000 ans, il est arrogant. Laurence Piketty, ça vous interpelle, cette notion d'arrogance scientifique? Ça vous parle? Vous vous dites effectivement peut-être qu'il faudrait rester humble face au nucléaire? Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit forcément arrogant vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a des recherches qui sont faites quand même depuis très longtemps. Là, sur le stockage géologique profond, ça fait 30 ou 40 ans qu'on travaille sur l'argile, en l'occurrence, puisque c'est le choix fait par la France, sur le conditionnement des déchets, sur les relâchements, sur les effets épidémiologiques. Donc voilà, on ne part pas de rien, on fait des recherches depuis longtemps. Aujourd'hui, encore une fois, l'ANDRA donc, travaille sur ces sujets, l'autorité de sûreté regarde les dossiers, enfin voilà. Et la recherche continue donc. Bien sûr, la recherche continue. Donc moi, je ne peux pas considérer que c'est de l'arrogance parce que justement, en tant que scientifique, on prend le temps d'apporter des éléments. Et encore une fois, ces éléments, ils sont discutés par d'autres experts, et on l'a bien vu lors du reportage. Ils sont examinés par les autorités de sûreté, discutés dans des instances de concertation. Il y a du doute, il y a du débat, il y a en permanence en fait un questionnement. Exactement. Et c'est vraiment tout l'objet de la recherche qui est faite en France depuis très longtemps, comme on le disait. Donc je pense c'est un peu injuste, quoi. Oui. C'est vrai que c'est l'inverse de l'arrogance, de se questionner, d'être en doute et de débattre entre soi, et c'est ce qu'ils font. Alors, non, c'est pas l'inverse, c'est une démarche scientifique normale d'avoir du doute et de se poser des questions. Et on le disait au début, la France est plutôt exemplaire dans les efforts qu'elle met dans ce domaine. Mais après Fukushima, le directeur général de l'IRSN à l'époque, Jacques Repussard, avait dit il faut imaginer l'inimaginable. Prévoir réellement toutes les circonstances qui peuvent faire dévier le projet technique de la manière dont les scientifiques l'imaginent aujourd'hui, c'est quelque chose d'à la fois nécessaire et impossible, d'où tout ce questionnement. Il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est ce que dit Michel Buser sur le fait qu'il faut des experts qui osent dire qu'ils ne savent pas. Oui. Alors c'est vrai, mais je pense que les experts le font plus souvent qu'on ne l'imagine, et il faut aussi des politiques et une société qui sachent entendre qu'on ne sait pas. Alors je ne sais pas si c'est de l'arrogance scientifique, mais les avancées se poursuivent tout de même dans le domaine du nucléaire. Il y a des innovations assez étonnantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez, on en a retenu 2. Des innovations qui semblent assez majeures. La fusion des noyaux plutôt que la fission. C'est une percée historique annoncée mi-décembre par un laboratoire américain. Actuellement, les centrales nucléaires utilisent la fission, qui fonctionne en scindant le noyau d'un atome lourd, libérant alors de l'énergie. La fusion nucléaire, au contraire, est la fusion de 2 noyaux légers qui en forment un peu lourd, un plus lourd, pardon. Autre innovation révolutionnaire, c'est celle de Gérard Mourou, prix Nobel de physique, qui a inventé un laser capable de réduire l'activité des déchets nucléaires d'1 million d'années à 30 minutes. Et je vous vois réagir, Stéphane Piednoir. Ça veut dire qu'il faut avoir espoir parce que l'innovation va nous aider justement à mieux gérer ces déchets? Oui, parce que je voulais rebondir sur votre question précédente et sur l'apport scientifique finalement au cours des âges. Enfin, on est en train de se dire là, 100 000 ans, 200 000 ans, est-ce qu'on est capable de donner des avis sur ce qui se passera? Mais
Rendez-vous compte que le premier véhicule thermique, ça a 100 ans, ça a un siècle. En un siècle, le chemin scientifique qu'on a parcouru, que se passera-t-il dans un siècle, dans 1000 ans? On est là aussi scientifiquement incapable de le dire. Il y a des avancées technologiques. Le laser de Gérard Mourou, pour lequel il a obtenu le prix Nobel en 2018, c'est un champ incroyablement réaliste, réalisable, mais oui, bien sûr, à grande échelle. Aujourd'hui, à grande échelle, bien sûr que non. C'est une expérience, c'est réalisé en labo. Mais imaginez de réduire les déchets hautement radioactifs qu'on évoquait tout à l'heure au début du reportage. C'est à ça qu'on s'attaque. Et justement, potentiellement limiter la production de déchets de ce type-là. Il y a bien sûr la fusion avec le projet ITER. Alors je mets un petit peu sous silence cette expérience. Il y a beaucoup de startups qui s'occupent de la fusion en ce moment, qui arrivent à faire en labo et vraiment en très petit format ces réactions de fusion. Mais sur ITER, on sait. Mais ITER, ça a déjà 20 ans. Probablement que la fusion, on y arrivera dans 40 ans, dans 50 ans. À mon avis, on y arrivera. Mais sur d'autres technologies que ITER. Et donc, on a, dès le début des années 2000, dit, sur le nucléaire, il faut qu'on ait une 4e génération. En France, comme on était leaders mondiaux dans ce domaine-là, on a pris le lead et on a on a poursuivi un champ de recherche qui s'appelle des réacteurs à neutrons rapides, avec Superphénix dans les années 80 déjà. On était là on a mis fin à ça plutôt sur des accords politiciens. Et au début des années 2000, on reprend ces recherches-là. On était prêt à avoir cette technologie opérationnelle, là, sur le plan de la production d'électricité, et on y a mis fin pour des choix, il faut le dire, idéologiques, alors que c'était la promesse d'un nucléaire durable, avec moins de déchets, plus de sûreté, et c'était la filière qu'il fallait absolument qu'on allait à l'époque. Donc oui, il y a des avancées technologiques. Maintenant, le politique, son rôle, c'est d'assumer ces décisions qui vont vers, parfois, oui, il y a des risques quand on a un procédé industriel, quel qu'il soit. Celui-là en comporte, mais on est armé en France pour y faire face. David Cormand ? Oui, moi je suis toujours un peu saoulé, je le dis gentiment, sur la prétendue responsabilité idéologique sur l'arrêt de Phénix ou de Superphénix. Oui. La vérité oblige à dire que c'est simplement parce que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui a pu faire fonctionner à un niveau industriel cette technologie-là. Et David, comment ces innovations dont je parlais à l'instant, qui pourraient nous faire voir les années à venir de façon quand même sur ce Phénix, parce que je pense qu'il y a un devoir de vérité par rapport à celles et ceux qui nous regardent. La vérité, c'est que la filière nucléaire française n'a pas su, et n'a pas pu, jusqu'à maintenant, peut-être ça viendra, mais trouver une nouvelle technologie qui soit plus performante en réalité que les premiers réacteurs. Moi, je le vois avec les EPR, qui étaient censés faire la jonction, c'est des réacteurs de 3e génération, avec la fusion, avec je ne sais pas quoi, j'y reviendrai après. En réalité, c'est un désastre industriel, financier. C'est rappelé d'ailleurs dans le documentaire, le surprix et le surcoût extraordinaire. Il faut rappeler Hinkley Point, ces 2 réacteurs qui sont en train d'essayer d'être construits en Grande-Bretagne, où c'est le directeur financier d'EDF à l'époque qui avait démissionné, qui n'était pas une personne anti-nucléaire, parce que et M. Proglio, à la récente audition, qui explique, ce sont ces mots, que le père est quelque chose de quasiment inconstructible. Et on veut relancer ces... Bref, a raison, d'ailleurs. C'est bizarre. N'entrons peut-être pas dans ce débat, continuons sur les innovations technologiques. Oui, mais c'était censé... C'est lié, tout ça. Les neutrons rapides. Sur la question de la fusion, mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le sénateur, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation est dans le meilleur des cas. Peut-être, ça fonctionnera dans 2-3 générations. Le problème, c'est que la lutte contre le changement climatique, c'est pas dans 50 ou 70 ans, c'est maintenant. Donc, cette technologie-là, peut-être qu'un jour, elle aura une utilité. Aujourd'hui, c'est pas celle qui va nous aider à maintenir la planète habitable. Pour moi, c'est pas un sujet d'urgence. Sur le laser dont on parle, si ça doit fonctionner, c'est un argument décisif pour ne surtout pas faire CIGEO. Parce que ce qu'on est en train de faire à CIGEO, c'est de l'enfouissement irréversible. Et donc, si on pense vraiment, comme vous l'avez dit, et moi je veux le croire, qu'on saura un jour traiter de façon quasi ultra performante ces déchets de haute intensité. Pourquoi faire l'enfouissement irréversible ? Là, il y a une contradiction. Et c'est en ça que je pense que c'est une filière, malgré tout ce qu'on peut dire, qui navigue à vue. Regardez le démantèlement. Quand on a fabriqué les centrales, on ne savait pas démanteler. En disant, mais dans 40 ou 50 ans, quand on devra démanteler, là, la science aura avancé, on saura le faire. Où on en est 40 ou 50 ans après ? On ne sait toujours pas le faire de façon satisfaisante. Donc attention aux paris un peu à l'aveugle sur l'avenir, parce qu'ils peuvent engager des conséquences
grave. Et si la solution était alors, pour éviter tout risque, d'en finir complètement avec le nucléaire? C'est l'option qu'a choisie l'Allemagne. Le film montre parfaitement l'opposition entre les deux modèles, les modèles français et les modèles allemands. L'un misant tout sur l'atome pour stopper les émissions de CO2 et freiner le dérèglement climatique, l'autre misant au contraire sur le renouvelable en stoppant le nucléaire et le charbon. Alors lequel gagnera son pari? On va en parler après ce dernier extrait qui laisse penser que Berlin a peut-être fait un meilleur choix que Paris. Ça semble en tout cas le parti pris de la réalisatrice. Écoutez. Nous développons beaucoup plus d'énergie renouvelable que nous perdons d'énergie nucléaire. Ce qui fait que le renouvelable compense aussi bien notre sortie du nucléaire que notre réduction de la part du charbon. On peut donc dire que l'Allemagne est bien engagée vers un avenir durable. Alors, l'Allemagne est mieux engagée que la France dans un avenir durable, Stéphane Piednoir, ou pas? Il y a un peu d'arrogance, par contre. Ouais. Il y a un peu Il y a un d'arrogance. parti pris, il y a un parti pris. Il y a une manifestation aujourd'hui en Allemagne sur l'extension d'une mine de charbon. Une manifestation qui est menée par des écolos. Parce qu'ils se disent, aujourd'hui, notre choix énergétique est à bout de souffle et on arrive à des contradictions là aussi. En augmentant notre production via le charbon, on connaît évidemment la dépendance de l'Allemagne au gaz russe. C'est un sujet, bon, là aussi, prendre des décisions politiques en se liant à un approvisionnement étranger, on voit que ça a des conséquences. Aujourd'hui, on n'imaginait pas cette guerre, mais c'est une réalité. Et donc, l'enjeu au niveau européen, c'est de construire un mix énergétique. On peut avoir des choix différents d'un pays à l'autre, mais un mix énergétique au niveau de l'Europe qui amène une stabilité. Et on voit que ce que vient de déclarer le monsieur à l'instant, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Yves Marignac? Alors, ce qui manque essentiellement dans l'équation allemande, c'est la maîtrise de la demande. Alors, ils font mieux sur ces dernières années que la France dans ce domaine, mais ils n'ont que stabilisé, grosso modo, leur consommation d'électricité. Ils n'ont pas engagé suffisamment d'efforts de sobriété, notamment, terme qui est subitement devenu à la mode à l'occasion de la crise ukrainienne. Et la France fait mieux? Alors, non, mais ce que montre effectivement l'exemple allemand, c'est que le développement des renouvelables peut être suffisamment rapide, et le film le dit bien, pour venir se substituer efficacement aux énergies fossiles. Et aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas photo de ce point de vue-là entre le nucléaire et les renouvelables. Le nucléaire stagne depuis pratiquement 30 ans. Il vient de passer sous le seuil des 10% de la contribution à l'électricité dans le monde, là où les renouvelables se développent très vite. En 10 ans, l'éolien et le photovoltaïque se sont déployés à un niveau supérieur au nucléaire. Pour moi, il est assez évident que c'est le sens de l'histoire et que l'Allemagne, effectivement, qui partait de très loin, a pris le bon pari. qui partait de très loin en termes de dépendance. Je suis pas sûre que Laurence Piketty soit d'accord. On va lui laisser la parole. L'Allemagne est en train de nous montrer la voie. Laurence Piketty. Alors, en fait, l'Allemagne pollue beaucoup plus que la France aujourd'hui, parce que le fait d'avoir arrêté ces centrales de très loin, mais elle est toujours restée avec des émissions fortes de gaz à effet de serre. Elle pollue plus aujourd'hui, mais polluera-t-elle plus à très long terme? A-t-elle choisi un chemin que peut-être nous aurions dû prendre et qui serait meilleur pour l'environnement à très long terme, j'entends? Alors, non, parce que la politique de la France aujourd'hui, c'est de mixer à la fois de mixer des énergies renouvelables, que sont avec une base d'énergie nucléaire, du solaire et de l'éolien. Nous, Océan, on travaille sur toutes les énergies. On a l'idée que ce qu'il nous faut dans l'avenir, ce ne sont que des énergies non émettrices de gaz à effet de serre pour remplacer les énergies fossiles. C'est ça la priorité. Et la priorité, c'est donc d'utiliser des énergies qui ne seront pas émettrices. Donc le nucléaire, le solaire, l'éolien, l'hydrogène. Donc nous, on développe les batteries. Enfin voilà, il faut avoir cette vision globale des choses. Mais aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas fait le bon choix, puisque comme le disait mon voisin, ils sont tributaires du gaz russe. Ils émettent énormément de gaz parce qu'ils ont rouvert leur centrale à charbon, même s'ils développent beaucoup d'énergie renouvelable, et c'est tant mieux, évidemment. Mais donc, je pense que la France a fait le bon choix parce que notre priorité aujourd'hui, c'est d'éviter les émissions de gaz à effet de serre avec notre objectif très ambitieux qui est d'avoir zéro carbone en 2050. Et on ne pourra y parvenir, de mon point de vue, que si on utilise l'énergie nucléaire en complément, complémentairement
avec les énergies renouvelables. Et je donne cette photo de l'opinion, parce qu'il y a un récent sondage qui nous dit, un sondage Odoxa pour le Figaro, qui nous dit que les Français interrogés sont aujourd'hui 60% à avoir une image positive du nucléaire, contre 34% en 2019. 47% des sondés penchent pour le nucléaire comme énergie à privilégier. 52% penchent pour le renouvelable. Donc on voit des Français quand même partagés, David Cormans. Ça vous fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur. On milite, on fait de la politique, on essaye de réfléchir aux options qui sont les meilleures. Et on voit bien que depuis quelques années, il y a, d'ailleurs c'est dit dans le reportage, le nucléaire ne sauvera pas le climat, mais le débat sur le climat risque de sauver le nucléaire, ce qui est très différent. Pour reparler de l'Allemagne, je pense qu'il y a deux pays qui ont un héritage dont qu'ils doivent solder. Il y a l'héritage charbon plus lignite de l'Allemagne qu'il faut solder, et je pense que nous devons solder notre héritage nucléaire. Pour des raisons différentes, mais qui sont des raisons, dans les deux cas, sérieuses. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie selon laquelle le nucléaire et le renouvelable sont alliés. Et d'ailleurs, il y a un pays qui nous le démontre, c'est la France, qui a fait, plus que tout autre pays dans le monde, le pari du nucléaire, quasi exclusif en réalité, puisque c'est 75%, et le gros du renouvelable aujourd'hui, c'est des barrages qui servent essentiellement, en grande partie, à stocker les périodes de surproduction nucléaire. Donc on a un système électrique en France quasiment assis sur le nucléaire. Quelle est la conséquence ? C'est qu'on est le pays des 27 européens, le seul pays en retard sur le renouvelable. Et on n'est pas très bon non plus sur la sobriété. Et quand on regarde l'empreinte écologique des Allemands et des Français, si vous regardez l'ensemble, c'est plus nuancé que ça. Si vous regardez la production électrique, évidemment, les Allemands ont une base charbon qu'ils sont en train de baisser très rapidement, alors qu'ils sont en train de se passer du nucléaire en plus. Mais ils ont cette base-là, cet héritage-là à nous rapporter. Mais si vous l'étendez sur le global, c'est plus compliqué que ça, parce que l'Allemagne, notamment, a réussi à maintenir son industrie. Et donc, elle a une empreinte écologique des moyens de consommation qui est moins élevée que ce que nous consommons en France, où on l'importe de pays qui sont très pollueurs. Donc, il faut regarder ça. Vous parliez de façon globale. Oui, c'est important de regarder les choses de façon globale. Là où je partage ce que vous dites, notamment sur l'hydrogène, à condition qu'il soit exclusivement issu de renouvelables, mais ce n'est pas le chemin que prend la France en misant autant sur les EPR. Ce qui est en train de plaider la France au niveau européen, c'est qu'on fasse de l'hydrogène à partir de production nucléaire. Et là, on rendrait dans une spirale un peu folle. L'intérêt de l'hydrogène, qui n'est pas une source d'énergie en soi, il faut la produire. Il y a très peu d'hydrogène à l'état naturel, donc il faut beaucoup d'énergie pour en produire. Et donc l'idée, c'est de développer notre renouvelable pour que les moments où on ne peut pas produire de renouvelable, on ait un stockage, soit par batterie et par hydrogène d'origine renouvelable. Et l'Allemagne, je vais finir là-dessus, est en train de relever ce défi. Elle a un héritage qui est difficile à solder. Vous parlez des manifestations aux mines de Lützerath, qui est un vrai sujet, parce que, y compris les Verts, ont assumé un accord où, plutôt que les faire vivre jusqu'en 2038, on arrête vers 2030. Ce qui est en train de faire l'Allemagne, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 30 ans, 25 ans, ils vont passer d'un mix énergétique qui était 45% charbon plus lignite, plus 20% renouvelable, à 100% renouvelable, enfin 90% renouvelable, avec complément gaz, en attendant de faire hydrogène. Ce qui est un parti pris en termes de transition, dont on peut dire ce qu'on veut, mais au moins eux, ils assument. Nous, en France, on réédite en fait ce qu'on a fait à la fin des 30 Glorieuses. Et c'est dire ce que Emmanuel Macron a fait en Europe en disant le deal gaz plus nucléaire. Je pense que c'est vraiment une alliance énergétique du passé. Et on s'arrêtera sur votre conclusion. On laissera les téléspectateurs se faire un avis entre le modèle allemand et le modèle français, d'autant qu'il y a un grand débat en ce moment sur le grand débat citoyen sur le mix énergétique. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat.